Watoto wa Sake hamjambo. Voilà, avant toute chose, j'aimerais d'abord que nous observions un petit moment de silence en mémoire des nôtres qui sont morts dans cette inondation dramatique. Merci beaucoup. Au nom de toute la nation congolaise, je tiens à présenter mes condoléances à toute la population de Saké et à toutes les familles qui ont été durement touchées par ces pertes. Je suis venu à Goma dans un premier temps pour une conférence avec notamment les pays voisins dans le but de rechercher les voies et moyens de vivre en paix totale, ici même dans notre pays, mais aussi avec nos voisins. Et bien entendu, étant venu pour cela, je ne pouvais pas me priver de venir saluer nos compatriotes ici à Saké, mais également ceux de Goma et de tout le Nord Kivu, pour les encourager et leur dire que je suis conscient des douleurs qui sont les leurs, conscient des malheurs qui sont les leurs, et que tant que je serai le chef de l'État de la République démocratique du Congo, je ne les abandonnerai jamais. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle, j'espère pour vous. Dans quelques semaines, je serai un gomatracien. Je vais venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Et je voudrais entendre au quotidien vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. J'avais promis au peuple congolais tout entier que durant mon mandat, je me battrai pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans mon pays. J'avais promis que durant mon mandat, je ferai tout pour que le sort des Congolaises et des Congolais s'améliore au quotidien. Après avoir amené la paix, nous allons maintenant nous battre pour le bien-être. Il faut que les Congolaises et les Congolais se sentent bien dans leur pays. Nous avons un pays riche qui a rendu riche beaucoup d'étrangers, mais qui nous laisse, nous, enfants de ce pays, toujours pauvres et malheureux. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je vais donc vous demander de soutenir mon action pour que la paix revienne. Et pour cela, chers frères et sœurs de Saké, vous devez condamner tous les nôtres qui sont actifs dans les groupes armés. Dites-leur que le président de la République démocratique du Congo leur tend la main pour qu'ils arrêtent définitivement ces activités macabres,
ces activités qui ont causé la mort et la désolation. Aujourd'hui, nous sommes encore disposés à dialoguer avec eux, qu'ils sortent de la brousse, qu'ils reviennent en ville, qu'ils reviennent vers nous. Nous allons leur donner du travail parce que j'ai décrété l'agriculture comme la plus grande des priorités. Nous allons tous nous impliquer là-dedans. Et tous ces jeunes gens qui sont partis dans les groupes armés, peut-être parfois même avec des bonnes raisons, parce qu'ils pensaient pouvoir défendre la patrie, eh bien je veux leur dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se faire justice eux-mêmes. Les FARDC que je dirige vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de force, et elles seront capables de défendre notre pays et tous les territoires de ce pays. Donc, dites à nos frères de quitter les groupes armés et de revenir vers la ville, vers les villages où ils ont habité. Parce que quand je reviens dans quelques semaines, c'est pour leur proposer des voies et moyens de réinsertion dans la société. Donc ils n'ont rien à craindre, qu'ils ne pensent pas qu'en revenant ici, ils vont être malmenés, ils vont être arrêtés. Quand ils reviendront ici, nous allons simplement les désendoctriner et les remettre dans la vie civile, la vie de tous les jours. Car nous avons besoin aussi de leur contribution. Je vous ai dit que nous allons décréter l'agriculture comme la priorité des priorités, et c'est grâce à cette agriculture que nous allons partir de conquête en conquête et que nous réussirons à développer notre pays et à garantir le bien-être de notre peuple. Pour ce qui concerne les dégâts que vous avez vécus, vous avez vu parmi les personnalités qui vous ont été présentées, il y a le ministre des Actions humanitaires. C'est lui qui a en charge la mission de s'occuper des sinistrés. Et je sais qu'ici, la plus grande priorité sera le pont que nous venons de visiter. Et je peux vous dire que nous allons mettre tous les moyens pour que les choses aillent très rapidement et que ce pont soit rétabli le plus vite possible. On m'a également parlé de maisons détruites. Je crois que là aussi, il y aura des solutions très rapidement. Nous allons pouvoir apporter des tôles et bien d'autres choses comme des vêtements et tout ça pour venir aider aussi les sinistrés. Tout cela pour vous dire merci. Tout cela pour vous dire que quelles que soient les souffrances que vous pouvez vivre, malheureusement, nous serons toujours à vos côtés et nous ne vous abandonnerons jamais. Votre sécurité et votre bien-être sont nos priorités. Vous ne nous avez pas portés au pouvoir pour que nous vous tournions le dos. Nous sommes là pour servir le peuple d'abord. Voilà, batoto ya sake, mama ya sake, baba ya sake, ce que j'avais à dire pour cette circonstance. Que Dieu vous bénisse et je suis sûr que très bientôt je serai encore parmi vous par la même grâce de Dieu. Merci beaucoup.
Allô. Excellence, la cérémonie a pris fin. Booster, j'allais dire, l'économie nationale. Donc vraiment, c'est au-delà de cette considération, un devoir de faire de cette crise qui sévit ici, au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri, c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise, de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je serai là, avec vous, auprès de vous, et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée, surtout l'armée, parce que ce sera l'armée, notre instrument qui nous permettra d'imposer la paix et la sécurité, de protéger tous les territoires de l'étendue nationale. Donc, nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Voilà, je reviendrai donc dans quelques semaines pour cela. Et je peux vous dire que je compterai énormément sur vous parce que j'ai compris beaucoup de choses à la crise qui sévit ici. Donc, il y a en fait plusieurs crises dans le phénomène de l'insécurité à l'Est. Ceux qui ne maîtrisent pas tellement la question cherchent souvent j'allais dire des prétextes ou des raisons ou des origines ailleurs, mais je crois que entre Congolais, entre nous, nous pourrions très bien nous comprendre et résoudre cette crise. Je veux être ce détonateur-là qui va amener cet élan de paix et une paix que je veux durable. Alors, pour terminer, vous connaissez une des crises encore, je vous ai dit qu'il y a la crise il y a plusieurs crises dans la crise, mais la crise de Minembwe en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici, ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire, et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et les libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Cette situation, je vais vous faire juste une petite historique de la question. Donc, c'est arrivé au moment où je me trouvais à l'extérieur, donc je n'avais pas été mis au courant de cela. Et donc, je ne pouvais pas décider non plus de manière à brûle pour point comme ça, en tant que responsable, ce ne serait pas du tout sage. Donc, je savais que j'avais prévu mon déplacement de Goma, et donc je me suis dit, une fois sur place, je prendrai la température réelle. Et aujourd'hui, je peux dire que cette température, je l'ai prise, et la décision que je vais vous annoncer, je la ferai, je la prendrai en âme et conscience, et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes, parce que je crois qu'il est de mon devoir de m'impliquer, comme je vous l'ai dit. Et donc, en prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je veux dire, de manière officielle cette fois, dans ses fonctions, sur un territoire dont les limitations sont contestées, et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, au moins, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé
de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là, parce que justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est, que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand et il y a beaucoup d'autres ethnies et tribus. Et donc cette commission, elle sera composée d'experts scientifiques, des géographes, des juristes, il y en aura des démographes, enfin il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites, mais toujours en connexion avec les autochtones, les peuples qui vivent là depuis longtemps. Donc, il faut qu'on aille dans un processus de délimitation des frontières ou des limites de ces territoires, villages, groupements, communes rurales. Ensuite, nous pourrions alors à ce moment-là décider ensemble. Et donc, pendant ce temps, je vais demander aux uns et aux autres, je lance vraiment un appel patriotique aux uns et aux autres, au calme. Il n'est pas, pour le moment en tout cas, question de s'affoler, parce que j'ai vu dans les réseaux et dans les renseignements que j'ai reçus, des informations qui font peur et qui ressemblent vraiment à de la manipulation plus qu'à autre chose. On dirait qu'on veut exacerber les passions. On veut amener les gens à se dresser les uns contre les autres. On a même été jusqu'à insinuer qu'il y a une grande puissance de ce monde qui avait béni cette opération parce que son ambassadeur s'est trouvé sur place. J'ai moi-même rencontré cet ambassadeur et il m'a complètement rassuré et m'a dit qu'il ne comprenait pas, il était venu pour autre chose, il n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'on l'a mêlé à cela. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui a circulé, tout ce qui a été dit n'était que spéculation. Les peuples de cette partie du pays ne demandent qu'à vivre en paix. Et nous allons leur offrir cette paix. Je demande donc à tous les faiseurs d'opinion, à toutes les notabilités, de prêcher dans le sens de la paix et de l'union, de l'unité de ces communautés. Il n'est pas question de se débarrasser d'une communauté et d'en laisser d'autres. Il est ici question du vivre ensemble. Et ça, c'était possible à une certaine époque. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être. Si ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis une vie, eh bien, cela est possible à réaliser encore. Donc, je vais vraiment demander avec insistance, et peut-être je dirais même mise en garde, parce que je n'accepterai plus qu'on jette de l'huile sur le feu dans un dossier aussi épineux que celui-là. Voilà ce que je voulais vous annoncer en substance dans ma communication et je vous remercie pour votre attention et me mets à votre disposition pour recevoir vos questions. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Nous allons procéder aux questions. Nous en avons sélectionné 5. La première va concerner
la problématique de Minongo. 6 questions il y a, parce que je crois que le chef d'État a été assez clair à ce sujet-là. On peut la sauter pour peut-être parler des problèmes sécuritaires. S'il y en a une, merci. Présentez-vous auprès du... Je rappelle que c'est une personne pour une question. Merci. Veuillez décliner votre masque. Je l'ai porté. Non, enlève. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis ma bord, nous vous remercions d'avoir choisi Goma pour abriter ce mini-sommet qui vient de chuter sur des engagements entre les pays de la région des Grands Lacs. Excellence, c'est une diplomatie agissante et nous estimons qu'il y aura des résultats. Mais cependant, Excellence, Monsieur le Président, quelle est la particularité de ce mini-sommet par rapport à d'autres sommets que la région a connus? Est-ce qu'il n'y aura pas cette fois-ci une hypocrisie? C'est ce que l'opinion voudrait avoir. Ma deuxième question, Monsieur le Président de la République, c'est la question qui est toujours à la une. Nous avons interrogé les gouverneurs, nous avons interrogé les élus du peuple, la question de la rétrocession. Cette rétrocession qui n'arrive pas aux provinces, et pourtant, c'est reconnu par la Constitution. Votre vision, Monsieur le Président, c'est l'état des droits. Alors, est-ce que vous ne voyez pas, lorsque ces provinces ne reçoivent plus leur rétrocession, que cela a un impact considérable sur la sécurité, mais aussi sur l'état des droits? Je m'appelle Célestin Sibomana, Chumbosh Capitois de l'RTNC. Merci. Merci. Je réponds d'abord au... Excellence, oui. Bien. Vous posez une excellente question parce que si je peux vous révéler un pan de nos discussions, nous nous la sommes posée nous-mêmes, cette question aussi. Quelle est la différence? D'autant plus qu'il y avait, il y a évidemment des mécanismes régionaux. Je pense ici à la CIRGEL, par exemple, qui peuvent très bien porter ce genre de projet. Mais vous savez, en diplomatie, il y a parfois des voix qui ne sont pas toujours les voix officielles, les voix connues, on va dire. Et celle-ci est l'une d'elles. Vous avez dit diplomatie agissante tout à l'heure, et moi je vous réponds oui, parce que c'est une initiative venant de la République démocratique du Congo. Je l'ai proposée aux pays voisins. Il y a eu des discussions et ils se sont finalement tombés d'accord pour venir participer à cela. Je crois, moi, en cette voie parce que je vais la porter moi-même. Je vous ai dit que dès mon arrivée à la tête du pays, je suis allé chez les voisins pour leur dire « je veux la paix ». Nous avons vécu longtemps en nous regardant en chien de faïence. Aujourd'hui, moi, je viens vous tendre la main. Je dis « oublions le passé », mais à condition qu'on se tourne vers la paix de brave, la paix réelle. Une paix qui va amener nos peuples respectifs à leur développement, à leur évolution, plutôt que de continuer à nous détester. Et il y a toute une batterie de propositions qui vont dans tous les sens. Comment est-ce qu'on peut avoir un régime douanier qui soit satisfaisant pour tout le monde, parce que n'oubliez pas que beaucoup de nos minerais passent par les pays voisins et d'autres même échappent au trésor parce que les taxes de l'autre côté sont peut-être plus intéressantes, etc. Donc il y a plein de choses que nous devons mettre ensemble pour réussir cette cohésion qui va nous permettre de booster évidemment le vivre ensemble de la région. La seconde question, c'était par rapport à la rétrocession. Bien évidemment, c'est dans toutes les provinces où je vais qu'il y a malheureusement cette rengaine. Là, je voudrais vous dire que il faudrait un petit peu quand même d'indulgence, parce que vous connaissez quand même l'état
plus ou moins de notre économie qui n'est pas très bon. Et surtout maintenant qu'avec avec la pandémie que nous avons, qui nous frappe, qui n'est pas encore terminée, les revenus ont été encore plus, les recettes ont été encore plus difficiles. Et donc, leur répartition, bien entendu, pose problème. Mais je suis tout à fait conscient de ces difficultés-là. C'est simplement une question de choix et de priorité à un certain moment auquel vous devez faire face. Je vous ai parlé de la Covid, mais nous, dans notre malheur, nous en avons eu encore un autre, frappé de nouveau par Ebola. Il y avait ci et là des problèmes humanitaires, des drames humanitaires. On a eu quand même suffisamment de problèmes qui ont mis à mal notre économie, et donc tout le reste a aussi en apathie, j'allais dire. Vous savez, même moi, qui suis président de la République, je ne reçois pas toujours mes revenus non plus. Mais je ne m'en plains pas, je comprends. Je comprends parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Voilà pourquoi nous travaillons d'arrache-pied pour relever le niveau de nos recettes et pouvoir mieux les répartir à travers le pays. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très conscient de cette difficulté et on va essayer d'y remédier au fur et à mesure. Mais on a besoin d'un peu de temps. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je m'appelle Sifa Magourou, je suis journaliste de Radio Okapi ici à Goma. Ma préoccupation est en rapport avec la rentrée scolaire. Ici au Nord Kivu, beaucoup de territoires, beaucoup de régions, notamment Massissi ou Walikale, les écoles ont été détruites et d'autres incendiées pendant les affrontements des groupes armés. Alors que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, comment vont étudier tous ces enfants et qu'est-ce que vous leur dites? À part ça, il y a aussi le problème des DDR. Des centaines de jeunes combattants se rendent tous les jours dans tout le coin, mais ils se retrouvent abandonnés dans de très mauvaises conditions. Ce problème se pose beaucoup ici au Nord Kivu et au Sud Kivu. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette question? Merci. Bien. D'abord, par rapport aux écoles, je voudrais leur exprimer toute ma compassion. Je ne suis pas exactement au courant de l'étendue des dégâts que vous annoncez là, parce que tout simplement, je n'ai pas reçu de rapport succinct à ce sujet. Mais je sais qu'il y a d'énormes difficultés. J'ai moi-même vu le vice-ministre de l'EPST qui est venu il y a peu dans le Massissi pour prendre en compte, et il m'avait fait le rapport à son retour, se rendre compte plutôt de l'étendue de cette situation. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes face à plusieurs problèmes, des problèmes de tout genre. Ce que je peux simplement dire, en plus de la compassion que j'adresse à ces populations, c'est que nous n'allons pas les oublier. C'est vrai que nous n'allons pas, d'un coup de baguette magique, tout réhabiliter en un temps record, mais nous n'allons pas les oublier. Nous allons travailler à remédier à cette situation et nous allons le faire avec les autorités locales. Et cela, c'est aussi une des raisons de pouvoir régler cette situation de rétrocession, parce que avec les propres moyens, de ses propres moyens, la province pourra faire face à ce genre de choses. Donc, comprenez bien que nous en sommes conscients, mais nous n'allons pas pouvoir les régler maintenant. Je vais en discuter avec le ministre de l'EPST, le ministre d'État, Willy Bakonga, et son vice-ministre, Didier Boudimbo, pour savoir, parce que la rentrée, c'est pour dans quelques jours, là, donc, pour savoir ce qu'on va
devoir faire pour parer au plus pressé. Alors, par rapport au TDR, c'est une très très bonne question. Il y a beaucoup de rendus. Moi-même, je viens de Saké, où j'ai, un tout petit peu avant Saké, je me suis arrêté à une, j'ai oublié le nom, d'un bien camp, Bambiro, Mubambiro, où j'ai rencontré des rendus. Malheureusement, au départ, ils étaient à 1200, m'a-t-on dit. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 400. Donc ça, c'est la preuve que ce système ne marche pas du tout et qu'il faut aller très vite, parer au plus pressé pour ne pas décourager ces compatriotes qui acceptent volontiers d'arrêter leurs activités dans les groupes armés et de revenir dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je vous ai parlé de revenir ici dans quelques semaines, parce que j'ai un programme. Après avoir rencontré les 3 gouverneurs des provinces les plus en crise de notre pays, j'ai cité l'Ituri, les Nord et les Sud Kivu. À Kinshasa, j'ai rencontré les 3 provinces, les 3 gouverneurs de province. Nous avons eu une très longue séance de travail à laquelle j'avais associé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et le représentant pays de la Banque mondiale. Nous avons conclu des choses que je vais moi-même venir mettre en pratique ici et suivre. C'est pour ça que je reviens en fait. Et il s'agit de quoi? J'ai obtenu, en tout cas, parce qu'après cela, j'avais demandé une réunion par visioconférence avec la Banque mondiale, et j'ai obtenu de celle-ci 50 millions, dans un premier temps, 50 millions de dollars, qui vont nous permettre de commencer les premières opérations de DDR. Et donc, nous allons cette fois-ci procéder différemment. Dans les jours qui viennent, je vais nommer un coordonnateur national du DDR qui aura pour tâche de conduire cette politique sous ma supervision d'abord, parce que ce sera une coordination qui sera ramenée au niveau de la présidence et qui va conduire cette politique avec les autorités locales, tous les représentants locaux ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va rajouter un petit C après le DDR, c'est-à-dire communautaire, parce qu'on veut travailler avec toutes les autorités locales. Et quand je parle d'autorités locales, je pense même au chef coutumier. Hein. Et le but de cela pour nous, c'est que ce soutien aille jusqu'à la base. Donc, on va commencer par la démobilisation, le désarmement, démobilisation, et puis on prend en charge les individus en question qu'on va réinsérer ici même. Donc il n'est plus question de les déporter de leur milieu naturel, de les amener dans des endroits où ils vont être totalement perdus, mais on va faire un travail sur eux et les réinsérer ici même dans leur milieu naturel, dans leur communauté, mais cette fois-ci avec une activité, pas en les délaissant, parce que c'est à cause de cette oisiveté, ce chômage, qu'ils rebroussent chemin et qu'ils reprennent leurs activités d'avant. Donc cette fois-ci, nous allons développer des activités et la principale, je ne vous le cache pas, c'est l'agriculture. J'ai décidé que celle-ci va être la priorité d'ailleurs nationale, à cause justement de cette Covid qui nous a fait beaucoup de tort et qui nous a en même temps permis de comprendre le bien qu'il y a de diversifier notre économie, et l'agriculture est un instrument qui nous permettra d'y arriver. Et ce ne sont pas les atouts qui manquent en République démocratique du Congo, et encore moins dans la région ici. Donc nous allons développer l'agriculture. Mon rêve est de refaire de ce coin de la République ce on lui donnait comme nom hier, à l'époque du Zaïre, c'était le grenier de la République. Donc, on va y arriver et je crois que les jeunes gens, pleins de dynamisme et d'énergie
qu'ils gaspillent dans les groupes armés vont nous servir à arriver à nos fins. Et j'ai déjà discuté aussi avec le secteur privé et j'ai des engagements fermes de ce côté-là, de banques comme d'entreprises qui vont nous accompagner dans ce programme-là. Donc vous voyez qu'il est très ambitieux, mais comme je crains qu'il ne puisse demeurer lettre morte, je viens moi-même le superviser et me rendre compte de son évolution pour qu'on puisse le reproduire dans d'autres régions si il connaît un succès. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour, je madame. suis Rosiane Kalafolo et je suis journaliste à la radio Polyfem Goma. Monsieur le Président de la République, nous vivons l'insécurité au jour le jour au Nord Kivu et le gouvernement a souhaité mettre en place 2 secteurs opérationnels. Dans le Nord Kivu, dans la zone nord, on a le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 1 et dans la zone sud, nous avons le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2. Les opérations sont en cours depuis plusieurs années, mais la situation semble ne pas changer. Certains acteurs de la société civile et des acteurs politiques attribuent cette situation d'une part à la responsabilité de certains officiers qui sont sur le champ d'honneur, qui dans la plupart se sont transformés en commerçants de bois, de cacao, dans la zone de Béni. Et il y en a certains qui vendent le paddy. On se pose la question quand est-ce qu'ils ont sémé pour le vendre. Dans la zone de Massissi et dans la zone de Rutshuru, ils sont accusés d'être de mèche avec certains groupes armés. Je me limite par là pour la première question. La deuxième question, lors de votre visioconférence, vous avez fait allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba, que jadis on a appelé l'accord de l'espoir en République démocratique du Congo lors de la guerre de M23. Dans cet accord, la RDC a pris un engagement. Parmi ces engagements, voulais-je dire, parmi ces engagements, il y a la continuation de la réforme de l'armée. On aimerait bien savoir pourquoi cela n'a pas continué. Et la sous-région a pris aussi ses engagements de ne pas s'ingérer dans des questions qui vont déstabiliser les pays voisins. Mais ce n'est pas le cas. J'espère que, comme l'a dit mon prédécesseur pendant la visioconférence, vous avez été clair là-dessus avec vos homologues. Mais vous avez parlé dans votre visioconférence dans les Nations Unies que vous demandez à la MONUSCO de travailler aux côtés des forces armées de la RDC pour éradiquer l'insécurité au Nord Kivu. Dans cet accord, la brigade d'intervention des Nations Unies avait été mise en place pour finir avec les M23. Où est passée cette brigade? Merci. Merci, madame. En fait, vous posez plusieurs questions en une ou deux questions. Merci. Apparemment, à part la réforme de l'armée, votre question touche à l'insécurité en général, je vois. Bien, vous avez totalement raison, madame la journaliste. L'insécurité, je me suis aussi posé cette question et le chef MG, le chef d'état-major général qui est là le sait. Dès mon entrée en fonction, j'ai réuni le Conseil supérieur de la défense et c'était ce point-là que j'ai beaucoup martelé, celui de l'insécurité. Parce que je ne comprenais pas, je cherchais à savoir aussi ce qui se passe dans l'insécurité, dans cette persistance de l'insécurité. Mais je crois que c'est un petit peu hâtif et peut-être voire injuste de seulement stigmatiser certains officiers, pas tous, parce qu'on en a de très vaillants, de stigmatiser certains officiers comme étant la source de la crise ou la raison de la crise. C'est bien beau de citer les acteurs politiques, vous le faites bien parce que justement, parmi eux, il y en a aussi qui tirent des ficelles. Et j'ai eu l'occasion de le leur dire hier, un peu sur le ton d'ailleurs même de la menace, en leur promettant des poursuites immédiates, sans tenir compte de leurs immunités respectives. Parce que tout simplement,
nous avons des informations selon lesquelles eux aussi sont en train de tirer les ficelles. Mais dans ces conflits, il y a également des conflits fonciers, des chefs coutumiers, des conflits de groupement, parce que les limites ne sont pas bien tracées ou alors la succession n'a pas été bien faite et une partie prend le maquis pour combattre l'autre, etc. Donc il y a aussi ces phénomènes-là. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plusieurs crises dans la crise. On m'a même parlé du parc de Virunga qui fait aussi l'objet de problèmes dans ses limites parce que les villages s'agrandissant, ils sont en train de rogner les limites foncières du parc de Virunga. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il ne faut pas seulement stigmatiser les officiers qui, c'est vrai, aussi, parmi eux, il y en a qui s'adonnent à ces activités illicites et favorisent donc le désordre pour continuer ces activités-là. Mais pour comprendre tout ça, et surtout pour prendre des décisions ou des sanctions, j'allais dire, il faut être sur place. Ça, je l'ai compris, c'est pour ça que je viens. Parce que je me dis, quand on est loin, il y a la chaîne de commandement est longue, il y a le commandant suprême, il y a le chef MG lui-même qui vit à Kinshasa, puis ensuite il y a le commandant zone de défense, puis le commandant région, puis le commandant secteur. Enfin, c'est tellement long que c'est très difficile, quand on est loin, de pouvoir suivre ça au quotidien. Moi, je veux faire de cette armée une armée professionnelle, qui sera vraiment tournée sur la défense de notre territoire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je pense que s'il reste encore des patriotes dans ce pays, c'est là qu'on les trouve. Ces gens meurent pour nous, tous les jours, mais ça on ne le dit pas assez, pour un salaire de misère. Et je me bats pour améliorer leur sort, leur quotidien, leurs revenus, qu'ils aient beaucoup plus, qu'ils le méritent vraiment. Donc, ne tirons pas facilement sur eux, soutenons-les et aidons-les. Parce que parfois, ils n'ont pas le choix quand ils font ce genre de choses. Si nous améliorons leurs conditions de vie, je crois que nos militaires, qui sont déjà de valeureux soldats, pourront davantage nous rassurer et nous protéger. C'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'appesantir sur les militaires, mais je préfère regarder plutôt les autres secteurs. Et je pense, je suis même certain que si les politiques surtout cessent de créer des milices pour des raisons d'intérêt personnel et mesquin, si les politiques toujours cessent de diviser les chefs coutumiers, parce que là aussi les chefs coutumiers m'ont dit que c'est par des décisions politiques qu'on les divise, on crée des dissensions entre eux. Donc le pouvoir politique a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe ici, sans vouloir le stigmatiser, mais je dis le pouvoir politique. Donc c'est pour ça qu'il faut être là, suivre au quotidien et prendre les sanctions nécessaires et exemplaires pour pouvoir tenir tout le monde à carreau et faire respecter la loi. La loi, oui, je viens d'en parler, la loi, c'est celle-là aussi qu'il faut amener jusqu'au fin fond de nos contrées. Il y a dans beaucoup d'endroits l'absence de l'autorité de l'État. Il y a des situations de non-droit qui permettent maintenant aux plus forts de faire la loi. Et ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Donc voilà, tous ces phénomènes ont amené cette insécurité. Et je ne parle pas aussi de l'influence des pays voisins qui, par moments, ont entretenu, ont encouragé, ont fait ceci et cela. C'est pour ça que, diplomatiquement, j'ai essayé de fermer cette porte pour que nous nous reconcentrons sur nos propres problèmes en interne, que nous levions nos propres divergences et que nous arrivions à des solutions proprement congolaises. Voilà, je pense, ce que je peux dire. Dans la réforme de l'armée, je vous l'ai dit, moi je n'ai pas attendu, je ne sais plus à quoi vous avez fait allusion, là, une résolution des Nations Unies ou du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba.
Moi, je suis dans la réforme. Vous avez suivi ces mises en place et nous continuons. L'armée, c'est aussi une de mes priorités parce que je sais que par elle, nous allons avoir la stabilité, la sécurité, et cette stabilité et cette sécurité vont améliorer notre économie parce que elle sera rendue attrayante et elle intéressera beaucoup d'investisseurs et nous créerons de la richesse qui nous permettra aussi d'avoir les nôtres, nos investisseurs congolais. Moi, je lutte pour ça. Et ces investisseurs congolais qui nous feront énormément de bien. Alors, la FIB, oui, la FIB, c'est un problème. Elle est là, rassurez-vous, madame, elle est là. La FIB est encore là, est encore en République démocratique du Congo, mais je ne vous cache pas qu'elle fait l'objet de beaucoup de débats. Les uns pensent qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Les autres, surtout ceux de la SADC, pensent que il faut la renforcer. Mais la renforcer que par des États SADC. Donc en ce moment, il y a un débat assez houleux. Les pays SADC ne veulent pas qu'on l'ouvre à d'autres pays, tandis que certains autres pays disent mais elle n'est pas assez efficace, il faut qu'on la renforce avec la présence d'autres de militaires d'autres pays. Donc on est dans ce débat. Je suis sûr qu'on trouvera une solution parce que nous ne voulons pas non plus nous mettre à dos nos frères de la SADC qui étaient venus volontairement nous porter main forte pour sortir de ce bourbier. Donc nous n'allons pas leur dire merci, au revoir. Donc, mais il est un fait certain, c'est que l'efficacité attendue, le rendement attendu n'est pas au rendez-vous. Mais c'est une question de discussion, d'arrangement, et on y arrivera, je suis certain. Moi, je suis un fervent partisan du dialogue, de la discussion. Voilà ce que je peux dire en substance. Excellence, avec mes hommages les plus différents, à moins que vous l'autorisiez pour une question supplémentaire, car nous avions prévu 5 questions, et nous sommes passés à plus de 5 questions, et que vous avez promis à cette presse que vous reviendrez bientôt, oui, et que vous allez tenir régulièrement des points de presse. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Soyez patients, gardez vos questions, surtout votre mal en patience. Pardon? Pardon? On en parlera. J'ai rien compris. L'appui à la presse. L'appui. Je sais que c'est une question très importante. Ah oui, mais bon, l'appui à la presse... écoutez, il y a à boire et à manger là-dedans. L'appui à quelle presse d'abord? Et puis, est-ce que appuyer une presse, ce n'est pas avoir un pouvoir sur elle? C'est un grand débat. Moi, je serais plutôt partisan pour offrir des possibilités à la presse, comme l'accès au crédit ou des choses comme ça, pour qu'elle s'organise elle-même. Mais si l'État régulateur commence à appuyer, mais la presse va s'adapter au fil des conjonctures, hein, en fonction de ceux qui arrivent au pouvoir. Je suis pas très partisan de ce principe, mais je suis pour que la presse soit en pleine possession de ses moyens pour se développer et peut-être pour l'aider en organisant des forums, des séminaires avec d'autres médias du monde entier pour les mettre à niveau. Je suis pour des débats sur le sens même des médias, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se dit de la presse. Il suffit qu'il ait un téléphone portable ou une caméra, et ça y est, il se met à pérorer, à taper sur tout ce qui bouge. On ne tient plus compte de l'éthique ni de la déontologie. Ça devient du n'importe quoi. C'est plutôt ça que moi je vais vous aider à faire, au lieu de vous apporter un poisson. Donc je vais vous apprendre à pêcher, je préfère. Merci, voilà, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, je vais dire au revoir à nos amis de la société civile. C'est qui est là? Société civile et les jeunes. Merci. Il y a encore un agent à prendre, donc... Par contre, c'est vrai que je ne vous prends pas en charge, mais je peux vous offrir un moyen de transport.
Merci. Vous orienter. Mesdames et messieurs, il est 16h17. Nous sommes pratiquement à la fin de cette conférence de presse que le chef de l'État vient de tenir en direct de Goma, le chef de la province du Nord Kivu, précisément au cabinet du gouverneur de province, où le chef de l'État a installé son quartier général depuis qu'il est ici, de Dondi, je vais vous le rappeler. Le chef de l'État a touché certains coins qui ont intéressé toute l'opinion, surtout la matière sécuritaire, la question des Minembwe. Il a annoncé que lui va s'investir à annuler ce qui a été fait parce que il a fusillé certaines choses. Il estime que ce n'était pas aussi fameux qu'on peut le croire. Il est revenu sur le mini-sommet qui a été tenu en visioconférence avec les différents chefs d'État. Il a également parlé de la raison qui a poussé à ce que les Burundis ne participent pas. Le chef de l'État promet de rentrer à Goma dans les tout prochains jours, dans les prochaines semaines, dans quelques semaines je veux dire. Et avec cela, il aura à tenir de temps en temps des conférences de presse. Il va rencontrer les différentes couches de la population en rapport avec la situation de cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà les différents points que le chef de l'État a essayé d'évoquer au cours de cette conférence de presse. Nous remercions à toute l'équipe de la RTNC, coordonnée par les directeurs Luc Beno Tchabembi, Bengoumou Safiri Nyota, Bati René Baouma, également Célestin Sibomana, Emmanuel Lebalolibomi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis en direct de Goma, précisément au cabinet